Bonsoir. Eh bien, voici Bonsoir. notre dernière Bonsoir. rencontre, à la fois avant les fêtes et à la fin de ce MOOC Dernière nouvelle du crime. Vous avez été 8702 à le suivre jusqu'à aujourd'hui et je voulais vous en remercier. J'ai eu un certain nombre de messages, de courriels, d'envois, de messages me disant, en tout cas pour ceux qui m'ont écrit, qu'ils l'avaient plutôt apprécié et je vous en remercie. Nous réfléchissons effectivement à un MOOC pour l'an prochain à la même période de l'année, car il faut le construire, l'écrire, l'enregistrer, qui porterait sur les terrorismes avec un S à la fin, mais ce n'est qu'un projet pour l'instant. Pour l'essentiel, les réflexions et les questions et les observations que j'ai eues au cours de la journée portent essentiellement sur la question de la définition du hacker. Un certain nombre d'entre vous ont considéré que j'étais désagréable avec le hacker et qu'il faudrait appeler ça cracker, ou que les hackers étaient gentils, ou que la question qui était posée dans le quiz était un peu désagréable en ne laissant pas beaucoup d'opportunités sur le terme du gentil hacker. Alors, moi, j'ai une position assez simple. Je suis évidemment à l'écoute de tous ceux qui me disent que les hackers sont gentils, qu'il y en a probablement des gentils, ou en tout cas de moins méchants que d'autres, mais je suis allé chercher l'étymologie et l'étymologie anglaise du mot hacker, pas l'idée qu'on se fait nous-mêmes de l'art et la manière de changer un mot pour lui donner un autre sens. Alors, hacker, quel que soit le dictionnaire anglais qu'on prend, ça veut dire tailler, couper, donner des coups de pied, donner des coups, des entailles. C'est un terme extrêmement désagréable pour les écrivains, ça veut dire écrivaillon, pour les politiciens, ça veut dire politicard, pour les vieux chevaux, ça veut dire canasson. Et grosso modo, le sens général du terme en matière informatique, c'est pirate. Alors moi, je veux bien que les pirates soient gentils. J'imagine qu'il doit y en avoir, je ne sais pas exactement où, mais ce ne sont pas des corsaires, ni des libérateurs des populations opprimées, ce sont des pirates. Le fait qu'ils essaient de faire passer la piraterie pour un acte sympathique parce qu'ils se battent contre des institutions qu'ils considèrent comme méchantes ne me pose pas de problème particulier. Simplement, un hacker, à tout point de vue, commet, pour des raisons diverses, mais commet des actes pénalement répréhensibles. Et en général, d'ailleurs, dans une version assez large et lourde. Alors, je suis pour que les hackers éventuellement changent de nom. Je note d'ailleurs que le Chaos Computer Club ne s'appelle pas Club de hackers, mais Chaos Computer Club, le club du chaos informatique. Et il est déjà plus anarchisant et moins criminel. Mais en tout état de cause, eh bien voilà, nous avons un désaccord sur l'art et la manière d'interpréter la place du hacker dans le système social. Donc, je prends en compte les revendications qui me sont envoyées d'une modification de l'approche du terme hacker et hélas, je ne suis pas en situation de changer de dictionnaire, mais je prends en note l'option cracker, qui là me paraît être plutôt dans l'option gentil hacker plutôt que méchant d'ailleurs, et peut-être les hackers eux-mêmes auront-ils envie de changer de dénomination. C'était les seuls éléments de questions que j'ai reçus pour cette semaine, qui était donc la dernière. Et puis, si vous êtes un certain nombre d'entre vous en ligne, eh bien, je vous accueille et je suis à l'écoute de vos questions ou observations. Alors, je n'ai pas tous vos noms qui apparaissent sur mon écran, mais il y en a un certain nombre. Chloé, France, Prudence, moi-même et quelques autres, eh bien, bienvenue et à vous maintenant. J'ai une question, s'il vous Oui, plaît. Oui, donc c'est oui, oui, je France. vous écoute. Ah non, c'est pour les autres que je le disais. Ah, pardon. Euh, je voudrais, enfin, en fait, il y a deux choses que j'ai pas très bien comprises des dernières séquences. Qu'est-ce que veut dire exactement peer-to-peer? C'est quand vous Et faites pareil. ensuite, Oui. ah, pardon. Et ensuite, j'ai pas trop bien compris ce que signifiait vraiment Tor. Alors, tort, ça veut rien dire. J'ai C'est j'ai compris dans l'ensemble, mais précisément, voilà, j'ai un petit problème. tort, ça veut rien dire. C'est comme si j'appelais ma porte d'entrée Sirius
ou Internet. Vous voyez. Internet, au départ, s'appelait DARPANET parce que la DARPA, c'était la direction de la recherche de l'armée. Et ensuite, on lui a donné un nom propre. Donc, Tor, c'est le nom qui a été donné par la marine américaine à son logiciel de portail d'ouverture vers le deep, le dark, bref, l'internet qu'on ne voit pas naturellement par les 3W. Quant à peer-to-peer, ça veut dire que c'est une relation de personne à personne, et c'est notamment celle qui permet, parce que vous avez enregistré sur internet en le payant ou pas un programme numérique, que vous pouvez le partager gratuitement ou vous-même en le faisant repayer à quelqu'un d'autre, mais sans passer par un espace central ou une base de données. Vous avez simplement une relation personnelle. C'est un peu la différence qui existe entre Amazon quand vous achetez un produit et Marketplace quand Amazon permet à quelqu'un de vous vendre directement un produit en utilisant la centrale d'achat de service et qui n'est plus un commerçant. Voilà ce que sont les deux précisions que vous demandez. Oui, merci beaucoup. Je vous en prie. Chloé ou... Oui, je sais pas par contre si ça marche, le son. Je vous écoute, je vous entends parfaitement. Ah d'accord. Bah, merci déjà pour tous vos cours, c'était très intéressant. Et j'avais quelques questions plutôt en lien avec la représentation graphique des réseaux sociaux. Donc je ne sais pas si vous pouvez répondre. Ah, je ne suis pas un spécialiste du réseau social, mais pour ce qui est de son détournement d'usage éventuellement. Mais en fait, moi, c'était plus par rapport à la lutte contre le blanchiment d'argent que ça m'intéressait. Donc, est-ce que vous, quand vous représentez les réseaux, vous utilisez plutôt des logiciels qui ont recours à des formules mathématiques ou ça serait plutôt manuellement? Ah non, 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 non. D'abord, moi j'appartiens à une génération ancienne, donc je ne suis pas un spécialiste. J'ai dû faire du COBOL et du Fortran quand j'étais petit, ce qui vous montre l'ampleur de l'écart qui existe entre ma génération et celle d'aujourd'hui. Non, il y a à la fois des représentations papier, parce que beaucoup des procédures judiciaires sont encore extrêmement classiques, et puis des représentations informatiques et même en flux que j'ai commencé à développer à l'Observatoire national de la délinquance quand on a commencé à analyser ce qu'étaient les mouvements criminels, les flux criminels, et où on a commencé à mettre les choses en dynamique et plutôt qu'en cartographie pointée. Et donc quand on voit par exemple là où habite un auteur et là où il commet son forfait, là où est une victime, là où elle est victime et les orientations qui passent, on change totalement la représentation spatiale de la criminalité. Nous faisons la même chose évidemment sur tous les aspects criminels. Donc là, ça pouvait être un peu en 3 dimensions et avec des simulations éventuellement comportementales? Alors quand on a des données suffisantes, oui, et quand on y a accès. Je rappelle que la France est un pays qui protège beaucoup les données personnelles, donc ce sont des opérations beaucoup plus faisables, ou en tout cas qui se font beaucoup plus régulièrement dans le monde anglo-saxon. En France, ça nécessiterait une masse de données tout à fait considérable, qui existe pour les marchands par exemple, ou pour les marchands du net, mais qui ne sont pas accessibles naturellement aux criminologues. D'accord. Mais ça ne pose pas de problème au niveau des preuves pour les institutions juridiques? Bah, si la preuve a été récupérée légalement ou régulièrement, elles les construisent soit dans le cadre d'un faisceau de présomption, soit dans le cadre d'une preuve en tant que telle. Sinon, eh bien, elles ne peuvent pas s'en servir. D'accord. Et après, pour les études qu'il faudrait suivre pour travailler dans la lutte contre le blanchiment d'argent, selon une approche sociologique, vous pensez que ça serait quoi? Alors ça dépend si vous voulez le faire pour l'État ou pour un opérateur privé. Je rappelle que la lutte contre le blanchiment, de par la loi, est aujourd'hui répartie entre les opérateurs publics et les opérateurs privés. Ils sont plusieurs à être intervenants sur ces affaires. Pour ce qui est de l'État, il faut passer un concours d'une grande institution publique ou désormais être recruté par exemple comme analyste à la DGSI ou à l'ANSSI. Pour ce qui est des opérateurs privés, il faut avoir un diplôme qui corresponde à leur recherche puisqu'ils n'ont pas les mêmes obligations de concours en termes de recrutement. Il faut juste regarder comment ça en général, ils recrutent plutôt des mathématiciens et des financiers. Oui, voilà, c'est ça le problème parce que moi j'ai un master en intelligence économique, mais donc j'ai pas les connaissances financières ou alors en système d'info qui sont suffisantes pour les banques par exemple. Eh oui.
C'est tout le problème, c'est d'abord que l'intelligence économique est évidemment un concept avec un contenu un peu instable encore, et qu'ensuite les opérateurs recrutent en fonction, certes de leurs besoins, mais pas toujours du dispositif de formation qui correspond, et donc ils s'adaptent. Mais si vous faites un petit module complémentaire finance, par exemple, vous correspondez à peu près bien à l'état de la recherche. Quand on n'a pas un outil sur mesure, faut s'adapter. Et vous pensez que le master en criminologie, ça pourrait m'aider ou pas? Bah, vous auriez le même problème, mais il y a un gros morceau finance criminelle et shadow banking, shadow trading, traitement haute fréquence, trading haute fréquence, pardon, qui peut là répondre plus spécifiquement à la demande que vous exprimez. Mais encore faut-il savoir exactement là où vous voulez vous orienter. Si c'est pour faire par exemple un métier du public, évidemment, ça ne marchera pas mieux, puisque là, il faudra de toute façon repasser un concours. Mais on demande de plus en plus de criminologie dans les concours pour les officiers de police, les officiers de gendarmerie ou l'école de la magistrature, par exemple. D'accord. Bah, merci beaucoup. Je vous en prie. Je continue. Alors, j'avais une question. Oui, bonjour. Bonsoir à tous. Je voulais vous demander jusqu'à quel point il peut être dangereux pour un journaliste d'enquêter sur les différents types de criminalité. Vous avez expliqué tout au long de ce MOOC. Bah, d'abord, c'est toujours dangereux quand vous êtes en infiltration. Quand vous êtes un journaliste extérieur, et que vous faites du commentaire ou que vous regardez ce que disent les policiers, ou vous êtes dans une logique pénale, évidemment, le risque est relatif. Il faut juste éviter l'insulte. Je veux dire que les criminologues, par exemple, s'imposent de ne jamais qualifier les criminels, à la fois parce que nous leur parlons et que le fait de commencer à leur expliquer qu'ils sont horribles, affreux, méchants, sales, bêtes, stupides, dégénérés, et qu'on a un sentiment de dégoût en les regardant, vous facilite pas la relation. Donc nous nous obligeons à une stricte, absolue et définitive neutralité, ce qui n'est pas le cas des journalistes. Les journalistes, souvent en France d'ailleurs, font souvent plus de commentaires que d'analyse des faits, et ils se situent souvent dans une logique définitive, à la fois dans les titres ou dans la manière dont ils décrivent les choses. Donc ils prennent un risque, mais qui est le risque personnel, individuel. Voilà, beaucoup de journalistes ont été éliminés ou menacés ou bastonnés à la fois par des mouvements criminels, des mouvements mafieux, des organisations extrémistes, parfois des organisations extrémistes environnementalistes, ça a été le cas en Grande-Bretagne il y a quelques années. Donc il y a un risque, mais ce risque est moins celui de l'intrusion dans l'information que du commentaire désobligeant. En tout cas, dans ceux dont on a pu identifier les problématiques. Puis maintenant, vous avez aussi, quand l'État règle ses comptes, ce qui est le cas, par exemple, dans l'ex-Union soviétique ou en Russie, les journalistes politiques sont parfois aussi menacés que les journalistes spécialisés dans le fait divers ou le crime. C'est un risque, il ne faut pas le sous-estimer. Beaucoup de journalistes sont blessés ou meurent ou sont enlevés à cause de leurs investigations. Et donc vous-même, en tant que criminologue, vous ne vous êtes jamais senti menacé, c'est ce que vous expliquiez au début? D'abord parce que je n'ai jamais commenté, je ne suis pas un infiltré, je ne suis pas un agent de renseignement, je suis un analyste, et je ne me situe jamais en commentaire de ce qui est face à moi. Je ne le juge pas, c'est pas mon métier, je ne l'arrête pas non plus, et donc voilà ce que sont les règles de base qui permettent de créer à la fois la distance et une sorte, alors il faut bien le dire, de respect technique qui permet justement de leur laisser le soin de nous dire des choses. Je voulais terminer sur les journalistes, donc voilà, le risque est très différent parce que nous ne pratiquons pas l'infiltration ni le commentaire désobligeant. Merci. Alors j'avais une autre question sur le film La French. L'avez-vous vu et qu'en avez-vous pensé si vous l'avez vu, si vous avez eu le temps? J'ai trouvé qu'il était un peu mieux que ce que je craignais, puisque d'habitude les films, voilà, et j'ai eu les commentaires d'anciens, d'amis,
de proches des entre guillemets héros du film qui le trouvaient moins totalement à l'ouest que par exemple les Lyonnais qui relevaient, paraît-il, du grand n'importe quoi. Alors j'ai pas vécu la période, parce que j'étais un peu jeune, donc je ne suis obligé de m'en tenir aux commentaires des survivants de la période. Visiblement, ils le trouvent plus réaliste, entre guillemets. Je parle pour la partie des criminels, hein, parce que j'ai compris que la famille du juge était beaucoup moins satisfaite de la partie purement romancée qui le concernait, mais la partie criminelle le trouve entre guillemets pas trop loin de la vérité, en tout cas beaucoup moins loin que ne l'est le film sur les Lyonnais. Voilà. Bien, merci. Je vous en Merci prie. pour le MOOC, hein, évidemment. Je vous en prie. Prudence, une dernière question pour la route. C'est bon, juste des remerciements. C'était vraiment super de pouvoir suivre ce MOOC. Plein d'informations, très bien documentées, bien renseignées. Diction impeccable, présentation nickel. Merci beaucoup et puis merci à toute l'équipe technique qui a dû bosser derrière pour faire des beaux PDF, des belles présentations PowerPoint et puis les hangouts. Merci à tout le monde. Eh bien, merci à vous. Bonne soirée. Je vais maintenant aller faire mon cours Moi avec aussi. les étudiants du master. Bonne Et je soirée. vous dis peut-être à l'année prochaine pour le prochain MOOC terrorisme si on arrive à le faire encore mieux que le précédent. Au revoir. Moi aussi, je voulais remercier toute l'équipe. Oh. Merci. Non, on vous enregistre. Tout va bien. Il vous écoute. Moi, j'ai trouvé aussi que c'était génial et j'ai beaucoup appris et vraiment